Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer au Salon Lipsco. Est-ce que vous pourriez vous présenter, ou plutôt présenter Zen Educ ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai fondé Zen Educ en 2016 pour proposer une nouvelle vision de l'éducation selon laquelle il n'y a pas d'apprentissage réussi sans connaissance de soi au préalable. Parce qu'on a beaucoup de parents en fait qui nous appellent tous les jours assez désemparés, démunis en nous disant je comprends pas, mon enfant n'a pas confiance en lui, mon enfant ne réussit pas à l'école, il n'est pas motivé. Mais comment voulez-vous que les jeunes soient motivés s'ils ne trouvent pas de sens à leurs apprentissages? Et comment voulez-vous qu'ils trouvent un sens à leurs apprentissages s'ils ne savent pas ni qui ils sont, ni où ils ont envie d'aller? C'est pour cette raison qu'on a créé Zen Educ, qui vise à créer un cercle vertueux entre la connaissance de soi et l'acquisition des compétences à travers 3 canaux. Donc il y a le canal historique qui a un site de soutien scolaire en ligne, zeneduc.com, avec des méthodes qui réparent les jeunes sur les compétences fondamentales en quelques heures. Puis, on a monté en fait des programmes sur mesure à destination des écoles et des universités pour aider les jeunes à réussir leurs apprentissages et à trouver leur voie. Et enfin, le 3e canal qui est la publication d'ouvrages et notamment notre dernier ouvrage paru aux éditions de Book qui s'intitule « Ton meilleur atout, c'est toi ». Alors, c'est pour cette raison que nous avons demandé de venir aujourd'hui sur le plateau du Lipsco. Donc, je vais quand même montrer cet ouvrage. Alors, moi, j'ai beaucoup de post-it dessus. Voilà, ton meilleur atout, c'est toi. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelle est l'origine de ce livre ? Pourquoi vous l'avez écrit? Donc, il est sorti en janvier dernier. Et voilà, quelle est l'histoire derrière ce livre? Et après, on rentrera plus dans le détail de cette méthodologie que vous nous proposez. Alors, l'histoire derrière le livre, c'est de se dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a beaucoup de parents démunis qui nous appellent parce que leurs enfants ne trouvent pas de sens, ne réussissent pas bien dans leurs études, dans leur scolarité et ne trouvent pas de sens à leurs apprentissages. Et donc, en fait, on a mis en place ce programme au sein des universités, au démarrage, qui vise à remettre l'humain au centre des apprentissages et à considérer l'humain dans son intégralité. Donc on n'est pas juste un cerveau qui apprend, on a tendance à vraiment survaloriser la partie cerveau dans la culture occidentale, on est à la fois un corps, un cerveau et un cœur, et si on ne se sert pas des 3, en fait on va vraiment avoir du mal et à apprendre efficacement et à trouver la voie qui nous corresponde et celle qui pourra nous épanouir. Et alors, ce livre s'adresse plus particulièrement aux étudiants, aux lycéens, aux collégiens. Dites-nous un peu plus. Alors, il faut avoir un certain âge pour lire ce livre. Donc, ça peut commencer à partir du collège avec le parent en support. Et après, de façon totalement autonome, au lycée et à l'université. D'accord. Et alors, il est structuré... alors, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, d'abord. Et donc, il est structuré corps, cerveau, cœur. Je souligne au passage que pour ce qui est du corps et du cœur, c'est, comme vous le disiez, rarement abordé à l'école. Il y a des écoles qui le font, mais c'est quand même pas... ça en dit long, en fait, sur la façon dont on appréhende l'apprentissage en France. Est-ce que c'est une méthodologie complète qu'il faut suivre de A à Z? Ou est-ce que... Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a des témoignages, de la théorie, il y a de la vidéo. Comment le jeune peut s'approprier cette méthodologie? Alors justement, je pense qu'il faut qu'il s'approprie cette méthodologie. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait lire le livre de façon linéaire et ça sera quelque chose comme un parcours initiatique. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le présente dans le livre. C'est un parcours initiatique en 9 étapes qui va permettre aux jeunes de se poser des questions sur son corps, puis d'appréhender son cerveau et enfin d'aller vers son cœur. Mais on sait très bien que les jeunes lisent beaucoup moins aujourd'hui, oui. Et donc c'est pas du tout une obligation de lire le livre ainsi. On peut tout à fait se dire tiens, ce chapitre m'intéresse, ou bien justement tout à l'heure vous disiez qu'il y avait beaucoup de quiz ou de choses multimédia. Il peut très bien commencer par un test en se disant tiens, ce test c'est marrant, ça m'intéresse, donc il a un QR code, il flash le QR code, il fait le test et là c'est l'occasion pour lui de se dire ah tiens, je suis plutôt comme ci ou plutôt comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est l'occasion pour lui d'aborder la théorie en étant partie d'un exemple plus facile, plus pratique. Et moi, j'ai envie de dire qu'un jeune qui lit ne serait-ce qu'un chapitre du livre et à qui ça a permis de débloquer quelque chose, bah, c'est déjà génial en fait. Il ne faut pas que ce soit tout ou rien. Il peut très bien prendre le livre, d'abord faire ça se dire tiens, moi en ce moment ce qui m'intéresse c'est plutôt la partie cœur parce que je me pose des questions sur mon orientation, je ne sais pas quelle voie choisir, ou bien en ce moment franchement j'ai du mal à apprendre à me concentrer, comment est-ce que je peux faire pour mieux me concentrer, donc je vais regarder ce qui se passe dans la partie cerveau. Peu importe la façon dont il aborde l'ouvrage, l'important en fait c'est de lui permettre de se mettre en mouvement, qu'il y a un avant. Dedans. Oui, c'est ça, qu'il y a un avant-après. En fait, la vie, c'est le mouvement, c'est un mouvement perpétuel. Si les jeunes qui sont en situation de blocage, que ce soit dans les apprentissages ou plus tard, en fait, dans leur orientation, ce sont des jeunes qui se sont arrêtés d'être en mouvement.
Et donc, quand on a des parents qui nous appellent en nous disant « je ne sais plus quoi faire, je suis perdu », en fait, la réalité, c'est qu'il faut qu'ils trouvent le petit truc, l'astuce qui va permettre à l'enfant de se remettre en mouvement. Et dans le livre, il y a beaucoup d'astuces qui permettent justement, d'une façon ou d'une autre, en fonction des personnalités de chaque enfant, de se remettre dans le mouvement et dans l'envie, en fait, d'apprendre, dans la motivation. Oui, c'est vrai que tout au long du livre, d'abord, l'élève peut se projeter dans des situations extrêmement concrètes. Et parfois, moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est que parfois il identifie que ça ne va pas. Et il comprend ce qui ne va pas derrière de façon différente, détournée. Il y a toujours des solutions apportées. Je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail en commençant par le corps, parce que c'est évidemment primordial. Il y a beaucoup d'ateliers dans l'IPSCO qui en parlent, et on a toujours tendance à l'oublier. Effectivement, le corps, c'est absolument essentiel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quel est l'impact sur les apprentissages du corps, et est-ce que vous avez des petits conseils, et puis notamment un exemple concret que je vous demanderais pour les parents qui nous regardent et les étudiants à développer? Alors, le corps, c'est essentiel. En fait, si votre corps ne va pas bien, c'est-à-dire si un jeune, surtout à la période de l'adolescence, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à se braquer, qui ont beaucoup plus de mal dans leurs apprentissages, parce que c'est une période de chamboulement total, en fait. Donc leurs hormones sont en folie, ils ne savent pas très bien où ils en sont. Donc c'est vrai que c'est une période qui est très, très difficile pour eux et qu'on a du mal à appréhender, nous, en tant qu'adultes, parce qu'on n'y est plus et tout. Voilà. Et finalement, c'est à travers leur corps qu'on va commencer à se rendre compte de leur état d'équilibre. Est-ce qu'ils sont, oui ou non, à l'équilibre? Donc, en gros, on dit qu'un corps qui ne dit rien, si on apprend vraiment à écouter son corps, un corps qui ne dit rien, finalement, c'est un corps qui va bien. Donc, si le corps dit rien, a priori, il n'y a pas trop de soucis à se faire au niveau du corps. Ça veut dire qu'il est plus ou moins à l'équilibre. En revanche, un jeune dont le meilleur ami est tombé dans la drogue, ou bien qui vient de se faire plaquer par sa petite amie, ou bien forcément son corps est en déséquilibre parce qu'il se pose plein de questions et il ne peut pas se concentrer sur ses apprentissages parce que son quotidien le happe, mais comme nous plus tard. Oui, donc si on est happé par le quotidien, on n'arrive pas, on a beau vous dire concentre-toi, tes études c'est primordial, mais lui c'est sa vie qui est en jeu. Et donc se dire que le corps c'est important, c'est se dire que le jeune, notre enfant en fait, en tant qu'individu à part entière est important. Beaucoup de parents nous appellent en disant oui les notes, les résultats, mais en fait un enfant n'est pas une somme de notes et de résultats. Ça reste en tant que parent votre enfant. Donc le livre a été conçu, toute la partie corps du livre a été conçue pour aider les parents à accompagner efficacement leurs enfants ou aider les jeunes à prendre conscience de l'importance de leur corps en se posant les bonnes questions. Si j'ai mal à la tête, a priori, c'est que quelque chose me prend la tête. Voilà. Si j'ai mal aux épaules, c'est parce que c'est trop lourd à porter. Donc, il faut vraiment se poser des questions sur son corps. Donc, on parlait tout à l'heure d'un exemple concret. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup parce qu'il permet plus jeune de mettre en place une relation harmonieuse et constructive entre le parent et l'enfant, et plus tard, il permet à l'enfant de se poser les bonnes questions sur justement sur son bien-être, en fait. C'est l'exercice de l'emploi du temps idéal. Alors, l'emploi du temps idéal, c'est pas du tout l'emploi du temps habituel avec les contraintes. Le lundi, j'ai cours de mathématiques, j'ai cours de physique et je sais pas quoi. C'est évidemment de mettre les horaires de cours, puisqu'on a toutes les contraintes de la semaine. Mais c'est aussi se poser en amont la question de qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me ressource? Donc, vous allez avoir des jeunes qui sont complètement différents. Vous allez avoir des profils de jeunes plutôt introvertis. Donc, eux, ce qui les ressource, c'est avoir du temps un peu d'introspection, des temps de lecture, des temps de silence, des temps où ils écoutent la musique. Vous avez des jeunes plutôt extravertis. Eux, ils vont avoir vraiment super besoin d'avoir du temps avec leurs amis. S'ils n'ont pas ce temps avec leurs amis, ils ne se ressourcent pas. Vous avez des jeunes pour qui le sport est très important. Et bien, ces temps où les jeunes se ressourcent ne sont pas du tout moins importants que le temps d'études. J'ai même l'impression qu'on commence par ça. On commence, qu'est-ce qui me ressource? Exactement. Et après, qui va pouvoir nourrir les temps où j'ai besoin d'être concentré. Exactement. C'est ça. Et l'emploi du temps idéal, c'est un emploi du temps qui met bien sûr en place les contraintes, puisqu'on les a, mais qui intègre ces moments où on va se ressourcer et du coup acquérir du bien-être et du coup être à nouveau disponible pour ses apprentissages. Et ça, semaine après semaine. Donc, on sait très bien qu'évidemment, à une semaine de l'examen, peut-être que le temps qui est essentiel, où on va se ressourcer, on va pas pouvoir le conserver. Mais en revanche, si ça fait 3-4 semaines que vous n'avez pas le temps de mettre en place des activités qui vous ressourcent, ce n'est pas bon. Parce que vous allez voir qu'à un moment, il va y avoir un déséquilibre qui va se créer et que vous allez être mal dans votre peau. Vous n'allez pas forcément savoir pourquoi, mais ça vient de là. C'est qu'à un moment, vous n'avez pas respecté
ce qui vous fait du bien, et du coup, vous n'êtes pas disponible pour les apprentissages. Et en plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je trouve important, c'est que ça crée un dialogue qui est constructif entre le parent et l'enfant, un dialogue où le parent lui montre qu'il est important dans son intégralité et qu'il doit se respecter dans son intégralité. Et qu'il n'y a pas que les notes qu'on regarde et que les notes qui comptent. Et ça, je trouve que en tant que parents, c'est important, même pour nous qui sommes parents, qu'on nous le rappelle un petit peu, de ne pas faire sauter la danse s'il y a besoin de ça pour l'équipe de son enfant et qu'elle travaillera encore mieux les maths après si par hasard il y a un problème sur les maths. Exactement, exactement. C'est ça vraiment l'esprit de la partie corps, on va dire. Exactement. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous aidez le jeune à comprendre le signal du stress, par exemple, qu'il peut ressentir sans forcément mettre le doigt dessus, le mot dessus. Il y a beaucoup de conseils extrêmement pratiques pour savoir si on est en équilibre ou pas. Exactement, parce que le problème, c'est que comme on est dans une société qui valorise pas le corps, on a tendance à pas se poser les bonnes questions. Et en fait, si on pose pas le bon diagnostic, on peut pas apporter les bonnes réponses au déséquilibre. Donc c'est pour ça que, en fait, c'est toujours replacer le jeune au centre et l'aider à presque mettre une mécanique qui est pour toujours, en fait, qui est de se poser les bonnes questions de est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je vais bien aujourd'hui en ce moment? Et du coup, se poser les bonnes questions pour pouvoir y répondre et répondre aux besoins qui sont inassouvis, aux besoins ou désirs qui sont inassouvis. Hyper important pour commencer à se connaître, quoi. Je voudrais qu'on passe à la partie cerveau. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le fait de comprendre son propre fonctionnement du cerveau peut permettre d'aider à trouver du sens sur les apprentissages? Alors déjà, comprendre son fonctionnement neuronal, ça permet d'apprendre plus efficacement et du coup de trouver quand même plus de bonheur dans le fait d'apprendre, parce que quand on réussit, forcément, ça se passe mieux. Donc, quand on parle des différents profils d'apprentissage, vous avez schématiquement trois gros profils d'apprentissage. Vous avez l'apprentissage visuel, auditif ou kinesthésique. Forcément, vous apprenez pas de la même façon si vous êtes l'un ou l'autre. Il y a un test dans l'ouvrage. Oui, exactement. Il y a un test dans l'ouvrage pour savoir si vous êtes plutôt de tel ou tel type. Alors, le truc n'est pas de dire qu'en fait, quand vous êtes visuel, vous devez impérativement apprendre avec que des cartes mentales ou en faisant des schémas ou machin. C'est vraiment de dire que c'est votre façon d'encoder le savoir la plus rapide. Et donc, si vous êtes en situation d'urgence, forcément, c'est là, si vous faites un schéma et que vous êtes visuel, si vous faites une carte mentale et que vous êtes visuel, vous allez retenir plus facilement. Mais un apprentissage réussi, c'est un apprentissage qui essaye de travailler sur les trois parce que c'est là qu'on ancre le mieux les apprentissages dans la mémoire. Donc, ça va permettre de mettre l'enfant dans une phase de réussite et du coup, ça va lui permettre forcément de mieux apprendre. Après, il y a une question qui est en fait sous-jacente, qui est de dire que si on ne rend pas le jeune acteur en fait de ses apprentissages, en fait, il va avoir beaucoup de mal à apprendre parce qu'il ne voit pas de sens. En fait, tant qu'il est dans l'état passif, finalement, ça coule sur lui. Il reçoit, mais finalement, il n'en fait pas grand-chose ou il oublie les trois quarts de ce qu'il a appris. Donc, tout le but du cerveau, ça va être de comprendre comment rendre votre enfant acteur de ses apprentissages. Donc, il y a deux choses qui sont fondamentales. La première chose, c'est comprendre comment passer de la perception. Donc ça, c'est vraiment les apprentissages passifs soumis aux cinq sens et qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est en gros le jeune qui est en cours et qui est en train d'écouter le prof. Donc, c'est Louis et il le voit, il l'écoute. OK, donc c'est de l'information qui vient de l'extérieur. Ensuite, vous avez le jeune qui est aussi en situation de révision et qui va avoir ses notes et qui va commencer à lire ses notes en se disant « Ah, c'est super, j'ai tout compris, c'est bon, je connais ma leçon. » Mais donc, il va falloir l'aider à passer de cette perception à de l'évocation. Et l'évocation, c'est l'apprentissage qui vient de vous, à l'intérieur de vous. Donc, c'est le fait de créer des liens qui ont du sens pour vous et qui vont vous permettre de bien retenir l'information et de la stocker dans votre cerveau. Donc, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fonction du type de profil d'apprentissage, en fonction du fait que vous soyez plutôt visuel, auditif ou kinesthésique, vous allez encoder ce savoir de façon différente. Mais le plus important, c'est vraiment de comprendre qu'il va falloir passer de la perception à l'évocation. Donc, il y a un exercice très facile à mettre en place pour les parents quand ils veulent aider leurs enfants et pour les enfants eux-mêmes. C'est un exercice qui s'appelle l'exercice de la feuille blanche. Alors, en gros, comme il porte bien son nom, vous avez une feuille blanche et vous fermez vos notes. Vous n'avez plus du tout accès à vos notes. Et vous allez demander à votre cerveau de retranscrire ce dont il se rappelle. Donc, la première étape, c'est « Ok, c'est quoi le titre de la leçon ?»
Et vous allez déjà voir qu'à cette étape, il y a certains jeunes qui ne sont pas capables de répondre à cette question. Parce qu'ils avaient l'impression de connaître, mais finalement, sans le recours à leurs notes, ils ne savent plus trop. Puis après, vous allez leur demander le plan du cours. Parce que le plan du cours, ça va les aider à structurer leurs pensées. Donc 1, 2, 3, il faut qu'ils ressortent le plan du cours. Et après, dans chacune des parties, on va leur demander de remplir, de mettre toutes les informations dont ils se rappellent. Donc en fonction de leur profil d'apprentissage, ils vont plutôt marquer des mots-clés, ou ils vont plutôt faire des schémas, peu importe, mais mettre toutes les informations dont ils se rappellent. À partir de ce moment-là, ils vont ouvrir leurs notes, ils vont pouvoir avoir accès à leurs notes, et là, ils vont pouvoir remplir les informations manquantes comme un gruyère, en fait. Vous avez des trous, et vous allez remplir les trous du gruyère avec les informations manquantes. Donc, la vertu principale de cet exercice, c'est d'aider votre cerveau. Le but, c'est d'expliquer à votre enfant qu'il va falloir qu'il aide son cerveau, que c'est son allié. Et donc, ce qui sait déjà le cerveau, c'est déjà sur le papier. Donc, c'est pas la peine qu'il repasse des heures à revoir quelque chose qu'il connaît déjà. En revanche, il va devoir concentrer son attention sur les parties manquantes du gruyère. Et c'est ça, les informations qu'on dit à son cerveau. Attention, tu vois, tu t'étais pas rappelé de ça, mais maintenant, il va falloir le retenir. Donc, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide comme apprentissage et du coup beaucoup plus motivant que quand vous passez 3 heures sur un cours. Voilà. Ça, c'est la première chose très importante pour être acteur de ces apprentissages. Deuxième chose qui est assez importante aussi, c'est de comprendre qu'il y a 5 étapes dans le processus d'apprentissage. Ça aidera beaucoup de parents et beaucoup d'enfants parce que beaucoup d'enfants ont tendance à s'arrêter à une des étapes du processus d'apprentissage. Donc, ils vont dire « j'ai appris par cœur », donc en gros, j'ai mémorisé, donc je connais ma leçon. Non. Mémoriser, ce n'est pas apprendre. Ou bien, tiens, super, j'ai compris, donc j'ai appris. Eh bien, comprendre n'est pas apprendre non plus. Toujours pas. Donc, il y a 5 étapes dans le processus d'apprentissage. La première étape, c'est porter son attention. Donc, on a l'impression que c'est une étape qui est basique, ok, donc je me concentre, je porte mon attention, mais elle est absolument pas aussi facile que ça. C'est pour ça que ça ne sert à rien de dire à votre enfant, concentre-toi, parce qu'en fait, ce n'est pas si facile. Donc, porter son attention, on le voit que c'est vraiment déjà dire au cerveau, tu vas devoir maintenant retenir les informations qui vont circuler que je te donne et les mettre en mémoire. Donc, pourquoi c'est important? On a l'impression que ça se fait naturellement. Quand on entend son cerveau se mémorise, alors que pas du tout. Je vais vous donner un exemple qu'on a fait à la fac pendant des années. C'est le ticket de métro, donc en fait le logo de la RATP. On a demandé à des jeunes, donc à peu près 10 000 jeunes, qui sont soumis tous les jours au logo de la RATP, puisqu'ils prennent le métro, ils prennent le bus, le RER, et on leur a demandé de nous redessiner le logo de la RATP. Ceux qui ne connaissaient pas la signification du logo de la RATP étaient incapables de nous le retranscrire. Et pourtant, leur cerveau le voyait tous les jours. Parce qu'ils n'ont pas demandé à leur cerveau de le retenir. Donc le cerveau ne l'a pas retenu. Pour lui, ce n'était pas une information importante. Donc déjà, c'est très important de lui dire qu'il faut retenir les informations. Et deuxième chose, c'est comprendre qu'on ne peut pas avoir une attention soutenue pendant 1 heure de cours. Donc, le cerveau peut avoir une attention soutenue pendant 25 minutes. Donc, il va impérativement falloir l'aider à faire des tris dans l'information qui est véhiculée. Les tris, c'est ce qu'on fait en amont, avant d'arriver en cours, c'est de dire je vais avoir un projet d'attention. Le projet d'attention, il n'est forcément pas le même en fonction des cours. Vous faites un cours de maths, le projet d'attention, naturellement, ça va être les formules, ça va être les figures, ça va être les théorèmes, les définitions. Vous allez en cours d'histoire, ça va être les dates, les événements, les personnages importants. Donc voilà, vous dites à votre cerveau, maintenant, dès qu'il va y avoir une date, il faut que tu la retiennes. Dessus. Voilà. Essaye de retenir les événements importants. Qui étaient les personnages en présence? Et là, non seulement le cours prend du sens, ça devient beaucoup plus dynamique, mais en plus, forcément, il va retenir l'information qui est importante à retenir. La deuxième étape du processus d'apprentissage, c'est comprendre. Si on ne comprend pas, forcément, c'est très difficile d'apprendre. Et en tout cas, de ressortir la bonne information au bon endroit quand on vous pose des questions spécifiques. Mais comprendre, on a pareil tendance à survaloriser ce stade de la compréhension, mais c'est 1 seconde. C'est le déclic, c'est de passer de « je n'ai pas compris » à « j'ai compris ». Ça y est. Donc, en fait, ça se fait en 1 seconde. Et c'est très important, évidemment, de comprendre. On est d'accord, c'est une étape essentielle, mais non suffisante, parce que comprendre, c'est mettre dans la mémoire à court terme. Ça veut dire que si je vous pose une question dans 3 jours, c'est pas du tout dit que ce que vous avez compris, vous soyez capable de me le restituer. Donc c'est pour ça qu'on passe à la 3e étape, qui permet de passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, qui est mémoriser.
Et mémoriser, ça se fait en plusieurs étapes. Il y a 5 étapes pour bien mémoriser un cours. Il va falloir réactiver sa mémoire plusieurs fois. On a tendance à dire 5 fois pour vraiment avoir ancré les apprentissages dans sa mémoire. Et après, il y a 2 autres étapes qui sont aussi importantes, qui sont en fait réfléchir. Donc, c'est savoir retranscrire le savoir qu'on a appris pour répondre à une question spécifique. Donc, c'est pour éviter tout ce qui est hors sujet. C'est vraiment être pertinent dans ce qu'on dit pour répondre spécifiquement à un énoncé donné. Et après, quand on a vraiment bien appris, on est capable d'extrapoler, donc de se servir du savoir qu'on a appris dans une matière donnée pour s'en servir pour créer. Exactement. C'est ça. Oui, il y a un schéma d'ailleurs qui est intéressant dans votre livre qui montre à quel point si on ne fait rien pour aider son propre cerveau, au bout d'une journée, une semaine, un mois, en fait, tout ce qu'on a cru savoir retenir disparaît à 80-90%. Alors qu'avec les fameuses 5 répétitions que vous indiquez, on reste en haut. Et on reste en haut. Alors, la réactivation, en fait, est assez facile à faire et on ne perd pas ce savoir au bout de je renvoie les lecteurs vers ce schéma qui est extrêmement bien fait parce qu'on comprend à quel point ça vaut le coup d'aider son cerveau, son propre cerveau, à apprendre. Mais c'est pour ça qu'il faut dire à ses enfants, si vous n'aimez pas apprendre, apprenez régulièrement. Parce que l'effort consenti par le cerveau, l'effort que vous demandez à votre cerveau sera vraiment plus limité. Donc, en fait, votre temps de travail sera vraiment beaucoup plus court. Ouais. Donc, plus on est paresseux, plus il faut travailler régulièrement. Voilà, ça tord le cou au bachotage, voilà, exactement. Au par cœur. Ceci dit, qu'est-ce que vous avez à dire sur le par cœur? Parce qu'il y a des écoles qui expliquent évidemment que c'est une vertu que d'apprendre par cœur à la virgule près. Alors, quand on est petit, c'est bien parce que ça va aider la mémorisation. En fait, c'est vraiment d'aider ce travail de mémorisation. Donc, le par cœur est important, mais c'est comme on l'a dit, ce n'est qu'une étape, en fait. C'est l'étape de mémorisation. Donc, quand on est petit, on a tendance à faire par cœur. Sans plus grand, des cours de 100 pages, on ne va pas les apprendre par cœur à la virgule près. Donc de toute façon, c'est vraiment pour aider le cerveau, justement, à un moment donné, mais ce n'est qu'une des étapes du processus d'apprentissage. D'accord. Alors, parlons un peu du cœur. Je jette un œil sur l'horloge. Comment est-ce qu'on passe de trouver du sens à ses apprentissages à trouver sa voie? Comment on fait ce saut-là? Alors en fait, je pense que, comme on disait tout à l'heure, quand on est parent, l'important c'est quand même de parler à son enfant de son corps. De la même façon, il va falloir lui apprendre à écouter son cœur. Et écouter son cœur, c'est déjà se poser des questions sur qui je suis. Qui je suis, quelles sont mes valeurs? Les valeurs qui sont importantes pour moi. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me donnerait envie de me lever le matin? Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Donc déjà, en fait, c'est toute la question des rêves. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans des études, mais qui se sont jamais posé la question de leurs rêves. Ils ont tendance à prendre la voie royale, parce qu'on leur a dit il faut faire une classe prépa, il faut faire polytechnique, ou bien... Et finalement, un jour, ils se réveillent, donc ils ont des parcours de réussite scolaire qui sont impressionnants, mais un parcours de réussite scolaire ne veut absolument pas dire qu'on va être heureux dans la vie, qu'on a trouvé son orientation. Donc c'est vraiment aider son enfant et petit, et ce qui finalement qui fera très bien grand si on l'a aidé dans cette voie-là, dans cette dynamique-là, à se poser la question de ses rêves. Je pense que si on renonce à nos rêves, à un moment, le réveil est très très douloureux, et plus il est tardif, et plus il est douloureux en fait, parce qu'à un moment, on se ferme des portes où on rentre quand même dans quelque chose, on se limite, alors qu'on est complètement à côté, en décalage par rapport à ce qui avait du sens pour soi. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se réorientent alors qu'ils ont à peine commencé leur carrière. Donc ça vaut vraiment le coup de se poser ces questions sur le sens le plus tôt possible. Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret, justement sur cette dimension le cœur, un outil pratique pour que le jeune puisse commencer à réfléchir à cette dimension-là? Oui, alors il y a un tableau qui est dans le livre, qui est déjà il y a tout un exercice où on demande aux jeunes de réfléchir à ses rêves. Donc ne serait-ce que sans limite. Sans limite. Vous allez voir qu'en fait rien que ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'on se met tellement de limites, tellement de freins que finalement on ne sait plus ce qui est de l'ordre du rêve. Donc en fait, il ne faut pas se mettre de limites. Si tout était possible, si j'étais multimilliardaire, en fait, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Donc c'est vraiment la question du rêve. Qu'est-ce qui est important pour moi? Sans injonction. Ni des parents, ni de la société, ni des profs, ni de rien. Et après, donc par exemple, mon rêve, c'est d'être écrivain. D'accord? Donc j'ai envie d'être écrivain, c'est mon rêve. Quelles sont les pensées limitantes ou les freins que je vais me mettre qui vont faire en sorte que finalement c'est mon rêve, mais je ne vais même pas en parler et ça va rester en moi comme un regret, comme quelque chose que je n'aurais pas accompli. C'est par exemple, en fait, je ne vais pas percer.
ou bien je vais jamais pouvoir en vivre, financièrement je vais pas m'en sortir, ou bien mes parents c'est pas du tout ce qu'ils veulent pour moi, ils vont être tellement déçus, ou bien mes amis vont se moquer de moi parce que ça va être nul ce que je vais écrire. Donc ça, c'est tous les freins qu'on peut avoir et qu'on va se mettre en place, qui vont nous empêcher de réaliser notre rêve. Il faut essayer de transformer ces freins, donc ces pensées limitantes, déjà de savoir les identifier, pour les transformer en pensées plutôt positives qui vont nous aider, des pensées alternatives. Donc ça va être OK, donc, et surtout des possibilités. Et donc dans les possibilités, on peut se dire très bien, je vais peut-être pas faire ça à plein temps. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment dans le fait d'être écrivain? J'adore cet univers. J'adore l'univers de la littérature, j'aime les écrivains. Pourquoi est-ce que je ne travaillerais pas dans l'univers de l'écrit? Par exemple, dans une maison d'édition, est-ce que ça me permettrait d'assouvir mon rêve? Ou bien, pourquoi est-ce que je ferais pas ça prendrais pas un job à mi-temps, ce qui veut dire que du coup, j'aurais pas peur en fait de me lancer et finalement, je consacrerais mes après-midi à l'écriture. Ou bien, pourquoi est-ce que je ne m'accorde pas une année sabbatique pour voir si ça fonctionne et puis après déterminer. En fait, le but, c'est de se dire, il faut trouver des pensées qui nous permettent de ne pas renoncer à nos rêves, mais tout en limitant le risque. Parce que si vous ne limitez pas le risque, vous n'allez pas vous lancer. Mais si vous renoncez à vos rêves, un jour, vous allez vous réveiller et ça risque d'être vraiment, vraiment difficile. Et tout à l'heure, vous me disiez, il y a des jeunes qui se réveillent. Moi, j'avais un stagiaire qui était dans les banques d'affaires et tout ça, et qui maintenant est fromager. Donc, pourquoi pas ? Non, mais c'est super. Sauf qu'il était jeune. Il avait 20 ans. Donc, c'est vraiment pas 25 ans, donc c'est absolument pas un problème. Mais quand vous avez des gens qui se réveillent à 40 ans et qui ont l'impression d'avoir raté leur orientation, c'est beaucoup, beaucoup plus douloureux parce qu'en fait, c'est notre vie qui passe. Donc, oui, c'est pas rien, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, en fait. Il faut pas passer à côté de l'essentiel. Alors, je regarde le temps qui nous reste. Est-ce que nous avons des questions du public? Il me semble que oui. Alors, j'ai une question d'une mère dont l'enfant a complètement décroché scolairement et qui demande des conseils pour amorcer un dialogue. Alors, c'est vraiment intéressant parce que ce cas, c'est concrètement produit. Une fois, sur le site Zeneduc, je reçois un message d'une jeune fille qui devait avoir 17 ans, déscolarisée, en situation de blocage total, situation de harcèlement à 12 ans à l'école. Et du coup, elle avait totalement décroché. Elle était à la maison, elle s'occupait de sa petite sœur. Donc, elle me dit, écoutez, voilà, je ne sais pas quoi faire. Donc, je prends mon téléphone, comme à tout le monde. Je prends mon téléphone, je l'appelle et on commence à discuter. Et là, je suis un peu démunie parce que on écrit un ouvrage, on essaye d'aider des jeunes, mais on se dit, est-ce que ça va vraiment ça a marché sur plein d'élèves à l'université, mais en cas particulier comme ça, est-ce qu'on va réussir à débloquer un enfant ? Donc, je lui ai dit, écoute, achète le livre et moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence, je te dise, tiens, lis tel chapitre, et puis qu'on en discute toutes les deux. Et on a commencé à mettre en place cet exercice et j'ai commencé à l'aider finalement en lui disant tiens, effectue tel test. Donc elle a commencé à faire des tests sur sa personnalité. On a commencé à affiner, à se rendre compte qu'elle avait besoin de beaucoup de sens, qu'elle était plutôt dans le don et dans l'envie d'être dans du social. Donc on a affiné comme ça son parcours et en 5 ou 6 séances au téléphone entre les tests qu'elle faisait sur le livre. Ce qui était assez rapide. Ce qui était très rapide, alors qu'elle était dans une situation de blocage total depuis plus de 3 ans. Eh bien, je crois que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça l'a remise en mouvement. C'est-à-dire qu'elle s'est remise au centre de l'équation. Le fait de prendre le livre et de se dire, tiens, je fais un test sur ma personnalité, c'est quoi mes rêves, mais qui je suis, finalement, quelles sont mes valeurs, ça l'a remise en mouvement parce que petit à petit, elle a commencé à se remettre au centre, à reposer des questions sur elle, ses aspirations, ses rêves, ses envies et sa personnalité, ce qui pouvait convenir à sa personnalité et ce qui était finalement pas du tout important pour elle. Par exemple, la question financière était vraiment secondaire puisqu'elle était enfermée dans sa chambre et elle n'avait que des amis virtuels depuis 3 ans. Ouais. Donc, la question financière était finalement complètement anecdotique pour elle. Et petit à petit, on a commencé à mettre en place un parcours et un projet de vie. Et ça, j'oublierai jamais. Il y a des moments comme ça qui sont dans une vie, au-delà du fait d'écrire un livre, qui sont dans ma vie importants. J'oublierai jamais quand le jour où elle m'a dit, écoutez, je vous remercie. Je ne saurais jamais comment vous remercier parce que vous m'avez redonné envie. Ce sera le mot de la fin, parce que c'est une belle histoire en plus. Merci beaucoup. Je renvoie les participants du salon à votre ouvrage. Donc, Ton meilleur atout, c'est toi,
qui est vraiment une mine d'or. On pourrait en parler encore très longtemps, donc je vous invite à consulter cet ouvrage et le site de Zénéduc. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Et de toute façon, à très bientôt. On retrouve tous les URL nécessaires dans la page de commentaires et sur le site du salon lipsco.fr.